Bienvenue sur les Twinnie Talks, 3e épisode pour parler de notre expérience aux États-Unis en tant qu'au pair. Retour sur l'été 2018 où on est parti aux États-Unis. Donc Rose est partie Dans la périphérie de Washington DC, à McLean exactement. Je devais être dans ton voisinage. Oui. Et puis finalement, j'ai fini par matcher avec une famille qui se trouvait sur Miami. Exact, à Arlington, je me souviens. On aurait été à 20 minutes. On aurait été tout à côté, on aurait passé tout notre temps ensemble. Enfin bon, au final, on se voyait une fois par mois. Oui, on va revenir là-dessus justement pour vous expliquer un petit peu à quel point on se voyait fréquemment et à quel point on profitait de se retrouver pour aussi voyager dans les États-Unis. Et tout d'abord, évoquons les visas. Donc vous avez plusieurs sortes de visas. En général, quand on est français et qu'on veut se rendre sur le territoire américain, on va prendre un ESTA qui vous permet de rester 90 jours sur le territoire américain. Donc l'ESTA, il est valable 2 ans et donc vous pouvez vous rendre 90 jours par an aux États-Unis. Pour ce qui est de l'expérience d'au pair, vous avez besoin d'un visa J1, donc qui est aussi valable pour les stagiaires et pour d'autres cas de figure. Pour ce qui est des stagiaires et autres cas qui utilisent le visa J1, vous avez une limite d'âge qui peut aller jusqu'à 35 ans. Mais en tout cas, pour faire fille au pair, c'est jusqu'à 25 ans. Et pour le coup, nous, on est passé par une agence. Donc le visa J1, il était nécessaire, il était obligatoire pour nous. C'est pas, vous savez, comme quand on part en vacances, où là, l'ESTA est obligatoire aussi. En cas de contrôle, en tout cas, je sais qu'en venant aux États-Unis, Damien, donc mon conjoint, il n'avait pas été contrôlé vis-à-vis de son ESTA. Bon, il l'avait quand même réglé, mais en tout cas, pour vraiment tous les séjours aux États-Unis, quand vous venez en vacances, ayez bien votre ESTA. Nous, notre visa J1, il était nécessaire, comme je le disais, pour l'agence Cultural Care. Donc nous, on est passé par l'agence Cultural Care en 2018-2019. Qui est en fait votre sponsor. C'est ça, on parle de sponsor. Est-ce qu'il y a un mot équivalent en français? Je suis même pas sûre. C'est le même mot, un sponsor. Ok. Est-ce qu'elle permet l'agence? En fait, elle régit tout le contrat entre nous et la famille que l'on a rencontrée. Grâce à l'agence, on a aussi la possibilité d'échanger avec des familles en amont. Donc il y a vraiment une interface où on peut rencontrer les familles, discuter un petit peu avec eux pour apprendre à les connaître, pour décider aussi de la ville, la région dans laquelle on va vivre. Toi, tu disais que tu avais la possibilité de venir à Arlington, finalement tu es allé à Miami parce que tu as pu discuter avec différentes familles avant de faire ton choix. Pour revenir sur le visa J1, vous pouvez à l'issue de ces 12 mois-là du visa, l'étendre avec la possibilité d'étendre pendant 6 mois ou pendant 9 mois ou bien pendant 12 mois. Donc rester 2 ans sur le territoire américain avec ce visa. Et attention, qui dit extension dit que vous serez limité concernant vos voyages à l'international si vous n'avez pas fait signer votre visa d'extension dans l'ambassade américaine de France. En gros, toi, à l'issue de ton 2e séjour, tu as étendu au bout des 12 mois, au bout de la première année. Toi, t'es pas rentré en France. Donc comment t'as fait? Effectivement, je ne suis pas rentrée en France pour faire signer mon visa, donc j'étais limitée. Qu'est-ce qu'on entend par limité? Pendant son extension, on peut quand même voyager au Canada et au Mexique, mais ça s'arrête là. Et au sein des États-Unis, bien évidemment, ce qui vous laisse quand même un large choix de destination. Sachant que vous avez 3 heures de décalage horaire entre la côte Est et la côte Ouest. À titre de comparaison, nous, on a 3 heures de décalage avec Dubaï. Pour partir aux États-Unis, un des prérequis, disons, ou en tout cas quelque chose qui est hyper important pour vous, les futurs au pair, les futurs bro-pairs, pour les garçons, ayez un objectif, en tout cas une motivation ou une raison de partir. On en avait 3 de notre côté. La première, la plus évidente, vous nous direz, c'était de revenir bilingue. On s'était même donné un objectif un petit peu particulier, enfin très précis, de rentrer en France, de consulter nos films préférés en VO, donc dans leur version originale, et qui plus est, de les consulter sans regarder les les sous-titres. sous-titres. Tu te souviens quand on a pu regarder A Star is Born avec Lady Gaga. Ouais. Tout à fait. Et aussi Gossip Girl. Notre deuxième motivation était de pouvoir voyager ensemble et donc on se retrouvait chaque mois, idéalement pendant un long week-end, pour découvrir une ville que l'on n'avait pas encore découverte aux États-Unis ensemble. Ça nous a permis d'aller à Philadelphie, Chicago, New York, Los Angeles, Las Vegas oui, et Miami.
Et puis Washington DC. Ouais. Et enfin, la troisième raison, c'était de pouvoir élargir notre réseau. C'est vrai que nous, on est partis en année de césure, en fait, c'était pendant notre cursus scolaire, ce qui nous a permis de prendre de l'expérience et de l'âge, et en même temps de rencontrer des personnes qui pouvaient nous être bénéfiques dans le cadre de notre travail aussi plus tard. Ça permet de se construire un réseau à l'international, qui plus est. Ça me fait rappeler d'ailleurs, je fais le lien avec une superbe femme que j'ai rencontrée, Teresa. Si tu m'écoutes et que tu mets cette vidéo YouTube en traduction allemande, elle avait pas d'objectif en venant aux États-Unis, si ce n'est que voyager, évidemment, et puis réseauter, comme tu disais. Elle comptait pas se marier. Et en fait, elle a rencontré l'homme de sa vie là-bas. Trop mignon. Et ça arrive, hein. Il y a beaucoup de femmes en fait qui viennent d'Amérique latine, donc des Mexicaines, des Péruviennes, qui disent clairement que leur objectif à elles, c'est de venir aux États-Unis pour rencontrer leur homme. Donc ça peut être aussi un objectif. En général, c'est quand même plutôt les femmes d'Amérique latine. Et après, d'Europe de l'Est aussi. On peut remarquer cette tendance aussi. C'est vrai. En tout cas, vraiment, réseauter, c'est hyper important, d'autant plus quand on est dans notre vingtaine. On sait que professionnellement parlant, ça vous aidera toujours. Et puis, être au pair, c'est vraiment un tremplin pour ça. Vous avez de la chance de pouvoir être hébergé, encore une fois, nourri, et de pouvoir avoir un petit peu d'argent de poche. Quand on dit réseauter, dans tous les cas, si vous vous demandez comment, on y reviendra plus tard. Mais avec le visa d'au pair, vous avez l'obligation en fait de valider 6 crédits. Et donc pour ce faire, vous irez à l'école, à l'université, et vous aurez donc votre promotion, d'autres étudiants avec vous, avec lesquels vous pourrez vous faire amis. On vient juste d'évoquer ensemble l'avant-départ de l'expérience d'au pair, et donc maintenant on va voir un petit peu plus en détail l'intégration administrative. Ça y est, on a tout en tête, qu'il nous faut un objectif, qu'il nous faut préparer son visa, et donc maintenant aux États-Unis, qu'est-ce qu'il nous faut ? Littéralement le lendemain de l'arrivée dans la famille, je me suis rendue dans une SSA pour avoir mon SSN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le SSN, c'est le Social Security Number. Donc il est essentiel pour toutes les personnes qui ont un visa sur le territoire américain. À quoi ça sert ? C'est un numéro de sécurité sociale, hein, et c'est ce qui, au regard du gouvernement américain, vous reconnaît en tant que citoyen étranger aux États-Unis. Et la SSA, donc c'est la Social Security Administration. L'attente est longue. Et sans rendez-vous. C'est un peu comme dans un labo, vous arrivez, vous prenez votre ticket et puis vous patientez parfois de longues heures. La seconde démarche administrative sera de demander votre permis de conduire. Dans ce cas de figure, vous serez obligé de prendre rendez-vous sur le site de la DMV. Encore un acronyme qui veut dire Department of Motor Vehicle. Vous prenez rendez-vous. En général, ça mettra un petit peu de temps. Je sais qu'il y en a qui se présentent aussi très très tôt, à 7h du matin, sans rendez-vous. Et dans ce cas, il faut faire la queue. À mon souvenir, il y en a même qui apportent des chaises de camping et qui s'assoient là en attendant. C'est comme pour la demande de votre Social Security Number. Soyez pas pressés, vous allez y passer des heures. Le permis de conduire, c'est pareil, et bloquez votre journée. De toute façon, souvent, vos familles d'accueil, elles le savent, elles vous demanderont pas de travailler à ce moment-là. Quand vous êtes française, pour le permis de conduire, en général, comme il y a des alliances entre la France et les États-Unis, vous avez juste à échanger votre permis français contre celui américain. Quand je dis échange, vous montrez une pièce d'identité, vous montrez également une preuve de domiciliation de votre famille d'accueil. Vous apportez votre visa, plus votre permis de conduire français, et là, ils vont vous donner votre permis américain. Et c'est payant, c'est $50. Est-ce qu'il y a une épreuve particulière quand même à passer, une sorte de code ou une sorte d'épreuve de conduite ou du tout ? Alors, on dépend de l'état où vous habitez, mais aussi de la personne avec laquelle vous échangez. Les règles peuvent être différentes. J'ai une connaissance qui est française qui a juste eu à se présenter au centre administratif. On lui a fait l'échange, ça a duré 10 minutes. Moi, j'ai dû repasser mon code. Sachant que les panneaux de signalisation sont différents aux États-Unis. La différence entre le code français et américain, c'est que quand vous passez votre code aux États-Unis, vous voyez au fur et à mesure le nombre de fautes que vous avez fait. C'était un questionnaire de 50 questions. Vous avez le droit à 10 erreurs acceptables. Au bout de la 11e,
vous avez échoué. Et pour la petite histoire, j'étais à 10 fautes et il me restait 3 questions. Donc là, j'ai bien regardé le ciel et j'ai prié fort. Et on m'a entendu parce que je l'ai décroché. Moi, j'avais quand même eu une épreuve à passer. Alors, pas une épreuve de conduite, mais ouais, un code, effectivement. Parce que les panneaux de signalisation sont différents, en effet, mais le fait aussi de pouvoir tourner à droite à un feu rouge, on n'est pas habitué en France. Et c'est pas idiot, finalement, parce qu'imaginez-vous un feu rouge où il y a personne qui arrive de votre gauche. Potentiellement, vous pourriez tourner à droite. Et alors, des fois, je sais qu'on a des flèches oranges qui nous indiquent qu'effectivement, on peut y aller. Mais aux États-Unis, c'est induit, quoi. On peut tourner à droite à tous les feux rouges. Ça fluidifie la circulation, c'est pas plus mal. Et quand vous revenez en France, on peut prendre les bonnes habitudes. On fait bien attention. Le troisième aspect administratif à vérifier à votre arrivée, après avoir votre SS number, après avoir décroché votre permis, c'est la préparation de vos crédits. Donc comme on vous disait, vous en avez 6 au total à valider. 6 crédits, c'est équivalent à un certain nombre d'heures à valider. Vous pouvez très bien valider 4 crédits sur les 6 grâce à ce qu'on appelle un week-end class, c'est-à-dire que vous allez voyager durant un week-end entier et vous aurez 4 crédits à l'issue de ces heures-là, alors que vous pouvez, en suivant des cours à l'université, ne valider que 3 crédits, et ça dépend des cours que vous sélectionnez, mais il n'y a pas vraiment de règles spécifiques. Il faut vraiment consulter tous les programmes des universités, les cursus qui vous plaisent. Comme ça vous aiguille, vous pouvez déterminer un cours qui soit aligné avec vos envies. Sachez aussi que ça peut être dans tous les secteurs d'activité. Si vous avez envie d'apprendre à faire la cuisine, c'est possible. Si vous voulez apprendre à faire de la musique, c'est possible. Et si à l'inverse, vous avez un secteur de prédilection, moi je sais que j'avais pris de la communication d'entreprise parce que c'était ça qui m'animait. Je voulais garder, on va dire, un œil dans les cahiers et qui puisse être dans la communication, digitale ou pas, mais en tout cas la communication. Donc je suis allée à la Georgetown University et j'ai validé les 3/4 de mes crédits. Et le restant de mes crédits, je les ai validés durant un week-end class au Niagara Falls, donc aux chutes du Niagara, avec un week-end de 3-4 jours qui tournait autour de l'invention de l'électricité, de Tesla et puis de l'histoire des chutes du Niagara qui n'ont finalement rien ou très peu de naturel. D'ailleurs, dans ces 6 crédits à valider, votre famille d'accueil sera en mesure de vous aider à hauteur de 500$. Oui, parce que c'est vrai que c'est payant. Effectivement, c'est payant. Donc, soit c'est 6 crédits à valider, soit c'est 72 heures, à condition que l'université ou l'organisme dans lequel vous validez vos crédits ou vos heures soit en mesure de vous délivrer une attestation qui soit reconnue. Et toi, du coup, Estelle, comment est-ce que tu as validé déjà tes crédits ? Donc en 2018, lors de ma première expérience, j'étais venue pour apprendre l'anglais, donc j'avais pris des cours d'anglais à Miami-Dade College. Et la seconde fois, j'ai pris des cours à la FIU, la Florida International University. J'avais pris donc des cours de management et de ressources humaines. J'avais 4 heures de cours par jour pendant plusieurs mois. À côté de ça, je voulais quand même être sûre de valider mes crédits, donc j'ai pris un week-end class qui au final était plutôt une week class parce que ça a duré une semaine et c'était sur Hawaï. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des superbes filles. Gros bisous à Niad et Camélia. Que tu as pu revoir en France d'ailleurs, donc trop cool. Et en parlant de rencontres, justement ces week-end class permettent la rencontre, les crédits tout court en fait à valider puisque vous avez la possibilité d'être immergé dans la culture américaine grâce à ces cours-là, puisque vous vous retrouvez avec des au pairs certes, mais des étudiants aussi du monde entier. En termes d'intégration sociale, en tant qu'au pair, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur justement le fait de passer par une agence ? Qu'est-ce que ça induit ? À notre arrivée sur le territoire, il faut savoir que on n'arrive pas directement dans sa famille. Toutes les au pairs du monde entier, quand elles arrivent aux États-Unis, elles arrivent à New York pour une semaine d'intégration, ce qui permet de nouer des liens avec toutes les nouvelles au pairs qui arrivent la même date que vous. Et donc pendant cette semaine, vous apprendrez tout sur la durée des massages cardiaques, leur fréquence et un numéro d'urgence qui est le 911, donc le 911, que vous serez invité à appeler si il vous arrive quoi que ce soit d'urgent. On a un quartier libre durant cette semaine-là pour découvrir New York, donc pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de le faire avant cette expérience d'au pair ou de bro-père. Franchement, c'est une belle opportunité de découvrir la Statue de la Liberté, de se balader dans les quartiers comme Soho, Brooklyn Bridge.
Sans parler de Manhattan et puis de Times Square. évidemment. Ouais, c'est vrai que cette semaine, vraiment, ça nous permet de plonger dans la culture américaine. Tu parlais de culture américaine, j'ai même envie de dire éducation, carrément américaine. On pourra en faire un épisode complètement. Plus en détail. La culture du on ne dit pas non à l'enfant. En France, c'est pas une approche courante dans l'éducation. Bref, à l'issue de cette semaine, chacune retrouve sa famille. Donc certaines et certains partent en avion pour rejoindre la Californie, d'autres vont en bus pour rejoindre Washington, comme moi. Une fois qu'on arrive dans nos familles, en général, la première journée, elle est un peu off, le temps qu'on atterrisse un petit peu aussi. Sachez que ce qui est génial, c'est que grâce à l'agence, on a en fait une référente au niveau local, qu'on appelle une LCC. Donc LCC pour Local Child Care Consultant. Cette LCC-là, elle régit la relation entre chacune des au-pairs ou chacun des beaux-pères et leur famille, mais aussi les relations entre chacune et chacun des au-pairs dans un rayon de 40 km environ, avec un rendez-vous à minima une fois par mois. Alors ce rendez-vous-là, il est obligatoire, mais ça permet vraiment d'entretenir les liens. Et à chaque fois, c'est autour d'une thématique. Moi, je sais que j'avais adoré faire du kayak sur la Potomac River. Souviens-toi, même quand t'étais venue, on avait fait une sortie sur un bateau avec le thème pirate. C'était sympa. Et sur cette même rivière, on avait fait une sortie kayak entre au-pairs. On avait passé un super moment. Bon, il faut savoir qu'on allait dans le courant de la rivière à l'aller. On était en contre-courant. Au retour, c'était un peu plus compliqué. Un peu plus sportif. Ça tirait un peu plus sur les bras, mais c'était hyper cool. Toi, c'était quoi ton rendez-vous d'au-pair préféré? Mon meeting préféré, c'était chez ma LCC, qui l'avait fait directement chez elle. Elle l'avait fait sous forme de potluck, qui en fait veut dire auberge espagnole. Donc en fait, chaque au-pair apporte une spécialité culinaire de son pays. C'est vraiment sympa. Et elle nous avait offert des petites chaussettes spéciales. Noël. C'était trop mignon. Ouais. Adorable. Bon, et je crois qu'on a fait le tour pour la période de préparation avant d'être au-pair. Et puis le moment où on arrive aux États-Unis. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires. On les lira avec plaisir, on y répondra avec encore plus de plaisir. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode pour parler de la différence culturelle entre la France et les États-Unis. À bientôt sur les Twinnie Stocks. I love it. Ce qui permet de louer des liens avec tous les nouvelles au-pairs. De louer des liens, t'as dit? De nouer. Non, t'as dit louer, je crois. Ah, c'est super louer drôle. des liens, donc c'est pas trop cher. 10 centimes la minute. Mike. Do you have Mike in your hand? Arrête là.